Demi-finale de la Nations League 2025. Un match qui peut t'aider à comprendre ce qui peut se passer en demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Espagne. Ici, on voit le Normand avec le ballon, et vous pouvez constater que les joueurs français lui laissent énormément d'espace pour conduire et progresser. Sans la moindre pression, le défenseur avance jusqu'au milieu de terrain avant que quelqu'un ne vienne le cadrer, et il ne donne son ballon que lorsque Doué vient presser, ce qui empêche de faire une prise à deux sur Yamal. Le ballon arrive alors dans les pieds de Lamine Yamal complètement libre de tout marquage, face à un Théo Hernandez qui se contentait de reculer, s'offrant ainsi un 1 contre 1 puisque Doué était en train de revenir pour compenser. En d'autres termes, cela a créé une petite brèche, et c'est précisément par là que passe l'ouverture pour le but. L'intervalle entre Doué et Théo Hernandez est parfait pour que Lamine Yamal sorte une passe de génie pour Oyarzabal, qui réalise un superbe pivot et glisse le cuir à Nico Williams qui se présente complètement seul face à Maignan pour inscrire ce but espagnol. Le premier but d'un match complètement fou qui s'est terminé sur un score de 5-4. Arrêtons-nous sur cette capture d'écran précise. Regardez à quel point le bloc français est complètement désorganisé et observez l'espace qu'a l'Espagne dans l'entrejeu pour relancer proprement. Oyarzabal aurait très bien pu décrocher pour recevoir ce ballon ici, afin d'aspirer le marquage de Théo Hernandez, et si le latéral avait mordu à l'hameçon, Yamal aurait eu tout le couloir libre dans son dos pour faire parler sa vitesse et aller marquer lui-même. La France était totalement désunie, avec Rabiot complètement hors de position, alors qu'il aurait dû, selon moi, fermer cet espace. Vous remarquerez que Mbappé n'apparaît même pas sur l'image, tandis que Dembélé est sur l'aile droite pour couvrir. Ici, Doué est encore en train de revenir sur Lamine Yamal. Et quand Lamine Yamal s'est approché de la surface, il aurait très bien pu servir Merino directement. Regardez comment Merino s'intercale parfaitement dans cet espace entre les lignes. Koné se trouvant loin derrière lui avec une vision nette sur le milieu espagnol totalement démarqué, et c'est précisément de cette manière que sont venus les buts décisifs de Merino dans cette Coupe du Monde. Rappelons que l'Espagne a mené 4-0 en seconde période dans ce match, et que 3 des 5 buts ont été concédés alors que la France laissait d'immenses espaces à son adversaire. Cette action sur le deuxième but illustre parfaitement le problème. Un mal chronique des Français qu'on a d'ailleurs pu observer lors de certaines rencontres dans cette édition de la Coupe du Monde. Regardez tout le champ dont bénéficie Zubimendi, sans le moindre pressing, pour ajuster une transversale et faire progresser le ballon rapidement dans le dos des milieux défensifs, atteignant les 30 derniers mètres de la France et cassant les lignes, permettant à Merino de dévier pour Oyarzabal qui réalise un pivot avec une passe lumineuse afin que Merino prenne le dos de l'Anglais et s'en aille inscrire un superbe but. C'est cette passe entre les lignes qui a puni la France dans ce match, et c'est ce qu'on appelle de la désorganisation. On voit qu'il y a 4 joueurs devant, Rabiot n'est pas à son poste, c'est Doué qui compense, et malgré cela, Zubimendi parvient à distiller ce ballon par manque de jus dans l'entrejeu. À cette époque, l'Espagne était la grande favorite pour remporter la Coupe du Monde 2026 et proposer le meilleur football de sélection. C'était un vrai régal à regarder. Mais il y a un détail de taille. L'Espagne ne joue plus du tout comme ça. Quand a-t-on vu Zubimendi distiller une telle passe durant cette Coupe du Monde? Jamais. Tout simplement parce que Zubimendi ne joue plus dans ce 11. En raison de l'usure de sa saison avec Arsenal, Luis de la Fuente n'aligne plus Zubimendi et ses ouvertures ont disparu car Rodri est un profil bien plus défensif qu'offensif. Oyarzabal a certes inscrit quelques buts importants dans ce mondial, mais on ne l'a pas vu combiner de la sorte avec Merino, d'autant que l'Espagne ne propose plus autant de ballons cassant les lignes vers l'attaque. Rappelons que Merino est lui aussi remplaçant dans cette équipe, se contentant d'entrer en fin de match pour forcer la décision sans avoir l'opportunité de démarrer. Et on sait bien que ce n'est pas parce qu'il entre en jeu en seconde période qu'il aura à chaque fois l'occasion de plier le match comme il a pu le faire, d'autant que les défenses vont se méfier. Il est donc important d'avoir ces éléments en tête, mais il faut bien se souvenir que l'Espagne n'évolue plus du tout à ce niveau. Quand on se penche sur la composition de ce match, on s'aperçoit que l'Espagne alignait ce qu'elle avait de mieux à l'époque, avec une mention spéciale pour Laporte, Zubimendi et le Normand.
la charnière centrale titulaire et un milieu de terrain essentiel à la création. Or, les défenseurs ne figurent pas dans la liste pour ce mondial, et Zubimendi n'affiche plus le même niveau, ce qui explique pourquoi l'Espagne propose aujourd'hui un football si ennuyeux, à l'opposé de ce qu'on a vu à l'Euro et en Nations League. Côté français, l'arrière-garde était presque entièrement remanié. C'est Lenglet, Konaté et Kalulu qui ont débuté la rencontre. Si Konaté est excellent, il a besoin d'un patron à ses côtés, et Lenglet n'a pas le niveau pour évoluer sous le maillot bleu. Le manque de qualité et d'automatisme a grandement pénalisé la France ce jour-là, un cas de figure qui ne se reproduira pas. Le score était déjà de 3-0 et l'Espagne procède ici à une rentrée de touche. La France parvient à presser un peu et à gratter le ballon, mais sans réussir à le conserver. Ainsi, suite à un cafouillage, Pedri hérite du ballon de manière géniale et bénéficie de tout le champ libre pour progresser, car les joueurs français s'étaient amassés sur le flanc gauche, laissant un immense boulevard pour Nico Williams qui est servi par Pedri. Nico Williams avance et remet sur Pedri absolument seul, Koné n'ayant pas suivi la course du milieu espagnol. C'est alors très simple, Pedri se retourne et ajuste le gardien pour inscrire le but du 4-0. Nico est lui aussi bien loin de sa forme de l'époque, et l'Espagne est nettement en deçà de ce qu'elle produisait. Avec des Espagnols moins souverains, une opportunité immense s'ouvre pour les Français, qui proposent le meilleur football de ces derniers temps, comme je l'explique en détail dans ma vidéo sur Mbappé. Et je ne vous ai pas encore révélé le secret qui pourrait faire basculer ce choc en demi-finale de la Coupe du Monde. Je vous balance ça dès que vous aurez mis votre petit like et que vous vous serez abonné, c'est super important pour soutenir la chaîne. Alors s'il vous plaît, donnez-nous un coup de main, on vise les 50 likes sur cette vidéo. Je sais qu'on peut le faire. Je compte sur vos likes et vos abonnements. L'Espagne a affronté la Belgique en quart de finale avec une charnière centrale composée de Laporte et Cubarsí. C'est une bonne association, Cubarsí a une bonne relance, Laporte aussi, mais ces deux joueurs manquent clairement d'automatisme et ne se montrent pas aussi agressifs que le Normand et Huijsen. Ces derniers semblaient pourtant former la paire idéale pour correspondre à la philosophie de jeu espagnole. Mais Luis de la Fuente a décidé de se passer d'eux par choix tactique. L'entrejeu espagnol ne se montre pas non plus aussi souverain qu'auparavant. Pedri, par exemple, qu'on vient de voir à l'origine du 4e but, a lui aussi été relégué sur le banc par choix technique et n'a pas pesé dans cette Coupe du Monde. Zubimendi ne dispute presque aucune minute. Il figure dans le groupe, mais c'est tout comme. Du côté de la France, on découvre une équipe totalement métamorphosée par rapport à celle qu'on a vue en Nations League l'an dernier. Rabiot et Koné affichent bien plus de complicité, assimilant parfaitement leur rôle et la gestion des espaces. Koné semble d'ailleurs transfiguré. Ayant peut-être accusé le coup lors de ce grand rendez-vous face à l'Espagne en Nations League, il pèse désormais énormément sur l'animation défensive avec beaucoup de hargne et d'impact physique, régnant en maître dans l'entrejeu. Sans oublier la solidité de l'arrière-garde avec Digne, Upamecano et Saliba qui parviennent à éteindre les vagues adverses, et dont le niveau n'a rien de comparable avec le trio Kalulu, Lenglet et Konaté. Bien que Konaté soit un excellent défenseur, comme je l'ai mentionné, il reste un ton en dessous des titulaires actuels. Et le secret qui peut faire toute la différence pour cette nouvelle confrontation, c'est précisément celui-ci. Regardez le Maroc qui a la possession et observez la coordination des joueurs français pour déclencher ce pressing très haut, étouffant la relance. C'est simple, le latéral marocain n'a aucune solution de passe. Tout le monde est parfaitement pris au marquage grâce à un travail de replacement et de cadrage bien plus rigoureux des attaquants français, qu'on critiquait pourtant auparavant pour leur manque d'efforts défensifs. Eux, qui ne participaient presque jamais à ce pressing haut, se montrent désormais totalement investis, à l'image de Kylian Mbappé qui est ici en train de cadrer ce joueur, de couper sa ligne de passe pour l'obliger à balancer devant. Et la France récupère le cuir. C'est ainsi qu'ils ont complètement neutralisé le Maroc, qui aime pourtant s'appuyer sur des redoublements de passes axiaux tout comme l'Espagne. Les Marocains n'ont pratiquement jamais pu inquiéter Maignan, et une fois le ballon récupéré, la France fait circuler au milieu de terrain, prouvant qu'elle n'est plus seulement une équipe de transition rapide obligée de verticaliser à outrance comme c'était le cas auparavant, jusqu'à ce que le cuir arrive sur l'aile gauche dans les pieds de Doué.
Doué ajuste alors un centre à destination de Dombele, qui a l'occasion de placer une tête mais qui ne parvient pas à ajuster son geste comme il le souhaitait, le ballon filant à côté. Mais cela reste une très belle situation pour les Bleus, chose qui ne se produisait pas lors du précédent match, par exemple. Face à l'Espagne en Nations League, la France s'était contentée de reculer en bloc bas sans exercer le moindre pressing, donnant l'impression de ne même pas vouloir récupérer le ballon. Aujourd'hui, la France se montre bien plus agressive, beaucoup plus hargneuse à la perte du ballon. Elle récupère de nombreux ballons et affiche une plus grande sérénité en occupant de manière optimale les espaces sur la pelouse, à des années-lumière de la désorganisation entrevue en Nations League. Ils ont mûri ce plan de jeu depuis le début de la Coupe du Monde et maîtrisent de mieux en mieux ce pressing haut qui s'impose comme l'arme absolue de la France, ayant déjà débouché sur plusieurs buts tout en empêchant leurs adversaires de développer leur jeu, pour confisquer totalement le contrôle de la partie.